Bonjour à toutes et à tous, nous allons débuter ce webinaire centré sur les ravageurs du soja et notamment les premiers résultats 2024 et les perspectives pour cette année 2025. On va se concentrer pour ce webinaire sur trois grands ravageurs, l'héliotis, la punaise verte et la pyrale du haricot. Donc, nous allons animer ce webinaire avec Laurent Ruc et donc moi-même, Quentin Lambert. Laurent, si tu veux te présenter en 2 mots? Oui, donc Laurent Ruc, donc moi je suis chargé d'études pour tout ce qui est évaluation des intrants, à savoir du biocontrôle et du conventionnel insecticide pour lutter contre les ravageurs, tous les ravageurs qui concernent les cultures de Terrinovia, dont le soja. Et donc, Quentin Lambert, moi je suis régional sur la région, une grande partie de la région Occitanie, le centre et l'est de la région Occitanie pour Terrinovia. Le webinaire se décomposera en 3 grandes parties. Pour les échanges, vous pouvez les effectuer via l'onglet dédié questions-réponses qui vous permettra de poser les questions et on prendra les questions à chaque fin de bloc ravageur. Et nous allons donc maintenant débuter par l'héliotis. Un peu de contexte avant de débuter de but en blanc. Ici, vous retrouvez les surfaces de soja à l'échelle nationale pour la campagne 2015 et pour la campagne 2023. Ce qu'on peut retenir en peu près 10 ans, un peu moins de 10 ans, c'est que les bassins de production globalement se sont maintenus, se sont un peu élargis, mais on a 2 grands blocs, hein. Un bloc plutôt sud-ouest, avec la majeure partie des hectares en France, et puis un bloc plus à l'est, hein, qui correspond à la région Bourgogne-Franche-Comté, et puis un peu plus au sud, à la région Rhône-Alpes. Donc en 10 ans, près de 60 000 hectares acquis en France, de par une culture à faible consommation d'intrants, où on n'a pas besoin d'investissements spécifiques, des bénéfices bien entendu sur la rotation du fait que cette culture soit une légumineuse à graines, des progrès notamment sur les variétés, sur les précocités et les rendements par précocité, et bien entendu à la fin une culture qui est rémunératrice pour les producteurs. Néanmoins, depuis 5 ans, eh bien, on a l'émergence des ravageurs, et notamment des 3 ravageurs que je vous ai cités en introduction. Ici, on a fait un focus un peu plus sud, donc vous retrouvez les surfaces sud-ouest en 2023 et l'évolution entre les surfaces 2023 et les surfaces 2024. Donc sur votre droite, hein, vous avez les baisses de surface qu'on a pu observer sur la campagne 2024, et elles sont de l'ordre, hein, pour les plus gros bassins de soja, de l'ordre de 30%, donc un tiers de baisse de surface en un an. Et cette baisse, eh bien, elle est due majoritairement aux ravageurs, et notamment à la pyrale du haricot et à la punaise, qui ont causé de nombreux soucis sur la campagne 2023. Cette baisse, elle concerne particulièrement le mode de production biologique, où on avait une conduite en sec qui était surreprésentée, et on y reviendra tout à l'heure, notamment en pyrale du haricot. Ces situations en sec sont celles qui sont les plus concernées par ce ravageur. Et ici, vous retrouvez en haut à droite, hein, les hectares précis, avec à noter pour le sud-ouest des hectares en bio. Alors les dernières données que l'on a en notre possession pour 2023, c'est à peu près 50% de surface conduite en bio à l'échelle sud-ouest. Et au niveau national, on est plutôt de l'ordre de 25% de surface de conduite en bio. Et donc maintenant, on rentre sur l'héliotis, suivra la punaise, et enfin on terminera par la pyrale du haricot. Petite présentation de ce ravageur. Donc l'héliotis, que l'on appelle aussi communément la noctuelle de la tomate, c'est un lépidoptère, Helicoverpa armigera, et qui est très polyphage. C'est-à-dire qu'il va toucher une très grande diversité d'hôtes, hein, et notamment de cultures. Donc ça va sur des cultures de maraîchage, des cultures de légumes
plein champ, comme la tomate industrielle, le haricot, le petit pois, mais aussi des grandes cultures plus classiques. On peut noter le pois chiche, le sorgho, certains types de maïs, et puis notre soja, hein, qui peut être également touché par l'héliotis. L'héliotis peut également toucher du tournesol, hein, on le voit notamment dans le sud de la France depuis 2 ans sur capitule en fin d'été, ou des colzas au semis, hein, à la levée. On peut avoir des attaques aussi. Donc une très très grande diversité d'hôtes avec des espèces qui lui sont plus favorables, et notamment c'est les premières que je vous ai citées. Cette diversité d'hôtes, c'est une meilleure chance de survie, puisque en fonction des générations, on va avoir une appétence sur un certain nombre de cultures qui va permettre de faire survivre les individus. On a aussi un potentiel de reproductif qui est très élevé, hein. Donc on peut avoir des pontes qui vont jusqu'à 300-500 œufs par femelle. On a un cycle qui est plutôt court, hein, de l'ordre de 30 à 40 jours, et on a plusieurs générations par an, on y reviendra tout à l'heure. On a aussi une très grande mobilité du papillon, hein, de l'adulte, puisque celui-ci il est capable de se déplacer sur un petit périmètre, hein, en fonction de l'appétence des cultures, de l'ordre de quelques kilomètres, hein, en fonction de l'appétence et donc de la femelle, hein, pour aller pondre sur une culture qui serait plus appétante qu'une autre, mais aussi une mobilité sur de grandes distances, plusieurs milliers de kilomètres, en se laissant porter par les vents dominants, et donc bien souvent une remontée du sud au nord, pardon. Donc pour le sud de la France, une remontée du sud de l'Italie, du sud de l'Espagne, du Maghreb vers le sud-est ou le sud-ouest, et puis du sud-ouest ou du sud-est vers le nord, l'ancienne région Poitou-Charentes, le Rhône-Alpes, voire même la Bourgogne en fonction des années. On a une diapause hivernale qui peut donc être fait avec des populations sédentaires sur place, et puis forcément ces migrations qui font qu'on a une répartition de l'héliotis potentiellement sur tout le territoire. Ces phénomènes de migration, ils vont aussi entraîner des chevauchements de générations, puisqu'on va avoir des déplacements de population, et donc potentiellement, hein, des larves à tous les stades pour une même situation donnée. Le suivi et la lutte de ce ravageur, elle va passer par un réseau de piégeage à phéromones, hein, pour permettre de détecter la détection des premiers individus et du premier vol, et puis après la dynamique de ce vol, et notamment les pics de vol. On y reviendra, on n'a pas de seuil aujourd'hui en soja, et en pois chiche, on a un seuil qui est dès l'apparition des premières gousses et jusqu'à les premières gousses mûres. On a 2 spécialités commerciales disponibles, le DIP-LDF et l'hélicoex, mais tout ça, on y reviendra tout à l'heure. Le cycle de ce ravageur. Donc je vous disais, une durée du cycle, hein, de l'ordre de 30 jours, 35 à 40 jours, mais en fonction des températures, ce cycle, le cycle complet, il peut être plus ou moins long. Mais en moyenne, ça va de 35 à 50 jours sur une base climatique de 2014 à 2023. On a potentiellement 3 générations par an en France qui vont s'établir de mai à octobre, mais on peut en avoir plus, encore une fois, hein, dans des secteurs plutôt chauds, notamment le sud-ouest, on peut aller jusqu'à 4 générations. On a 4 stades majeurs. Le stade œuf, que vous voyez ici à droite de la slide. Différents stades larvaires, hein, de L1 à L6, on y reviendra tout à l'heure. Une chrysalide, voilà. Et puis un adulte que vous voyez ici, on reviendra aussi sur le stade adulte dans les slides suivantes. On va commencer par le stade œuf. Le stade œuf, c'est vraiment une durée dans le cycle de l'héliotis qui est plutôt courte, hein, de l'ordre de 3 jours. On a des œufs ronds qui sont d'abord blancs et qui vont virer au jaune, et puis après qui peuvent aller jusqu'au brun juste avant l'éclosion. Les pontes, elles sont effectuées plutôt la nuit. On est sur un papillon de nuit. Ils vont être plutôt déposés de façon individuelle. En tout cas, on a très peu d'œufs qui sont déposés sur une même plante et un même endroit d'une plante.
La durée de la ponte pour la femelle, il est de 10 jours environ, donc il va s'établir sur plusieurs nuits. Et les femelles, je vous disais tout à l'heure, le potentiel de femelle et de ponte par femelle est très élevé, il va de 450 œufs par femelle et il peut aller jusqu'à 3000 œufs. Et tout ça va dépendre de plusieurs éléments. Cette capacité à pondre de la femelle va dépendre de plusieurs éléments, notamment sur les stades larvaires avant la femelle, donc sur les premières générations, sur le type d'alimentation et sur la climatologie que va vivre la femelle. Les stades larvaires maintenant. Donc je vous disais, il y a 6 stades larvaires, hein, de L1 à L6. La durée de ce stade va de 15 à 30 jours, encore une fois en fonction des conditions climatiques qui vont plus ou moins être favorables au prélèvement foliaire et à l'alimentation des larves. Les larves, elles vont varier de couleur, hein, en fonction de leur alimentation, mais il y a toujours une ligne blanche et une ligne plus foncée sur le flanc de nos larves. Et on le voit très bien, hein, ici, cette bande blanche que l'on remarque sur les stades qui vont apparaître dès le stade L2 de la larve d'Héliotis. On a 3 paires de vraies pattes, hein, que vous voyez à l'avant, hein, la tête est sombre, et puis 5 paires de pseudopattes, hein, donc ce sont des pattes à ventouses. À partir du stade L4, la larve peut s'attaquer aux fruits et aux gousses. Donc, elle peut commencer à s'alimenter des gousses. Et le stade L6, c'est celui qui va provoquer le plus de dégâts. Donc, le stade L6, c'est le dernier stade de notre héliotis, et c'est celui qui consomme 80% de la consommation totale alimentaire de l'ensemble des stades. Donc, attention, dès qu'on arrive sur ces derniers stades larvaires que vous voyez sur la droite de la slide. Le stade chrysalide, hein, sans diapose, donc dès lors qu'on aura une prochaine génération dans la même année, il va de 6 à 30 jours, là encore en fonction des conditions climatiques. Cette chrysalide, elle a une couleur brun acajou, hein, vous le voyez ici, et elle est dans les 4 à 5 cm en dessous de la superficie du sol, donc elle va venir s'enfouir à 4-5 cm. La diapose, elle va être facultative, bien entendu, en fonction des conditions climatiques. Et les hivers secs, dès lors qu'on a une diapose hivernale, les hivers secs sont plus favorables à la survie des populations que des hivers humides. Et enfin, le papillon, hein, donc le papillon adulte. Vous avez sur votre droite A et B, donc des papillons femelles, et C et D, des papillons mâles. La durée de ce stade, elle est très variable, hein. Elle va de 1 à 25 jours pour les mâles et de 5 à 28 jours pour les femelles. Donc c'est un papillon de nuit, un papillon marron, d'une envergure maximum de 4 cm, avec un thorax assez large, hein, c'est une caractéristique, hein. Des ailes antérieures avec une marque noire, et notamment on le voit sur la vue ventrale, hein. Donc vous le voyez ici, hein, une bande noire, et puis un point foncé sur les ailes postérieures, hein, que vous voyez ici sur cette vue ventrale également, et donc qui sont caractéristiques, qu'on voit un peu moins sur la vue dorsale ici, mais qui est visible. Et la période de ponte, elle démarre 1 ou 2 jours après l'accouplement, donc après la rencontre d'un mâle et d'une femelle. J'en ai terminé pour la présentation du cycle et des différents stades de l'héliotis. Maintenant, on va faire un focus un peu plus sur le soja. Généralement, en tout cas avant la campagne 2023 et 2024, le soja était peu touché par l'héliotis. Ça fait de nombreuses années, hein, qu'on a des problématiques autour de l'héliotis sur d'autres filières. Notamment en 2022, en 2020 également sur le pois chiche qu'on connaît bien nous à l'Institut, mais sur d'autres filières également. Mais en 2024, hein, on a eu, et notamment dans le sud-ouest, un premier épisode assez tôt, assez précoce, hein, dès début juillet, qui s'est traduit par des attaques
sur feuille, puisqu'on avait, on était sur des sojas qui étaient soit pas encore entrés à floraison, ou alors à début floraison. Ça a été des attaques qui ont été très fugaces, et la larve n'a pas forcément pu être observée dans les sojas à ce stade-là. Et puis on a eu un second épisode, hein, donc aux alentours de la mi-août, qui a été concomitant avec des attaques sur d'autres espèces, où là les dégâts ont été beaucoup plus importants. On a eu des dégâts foliaires, donc sur feuilles, mais aussi des dégâts sur gousse. Et par endroits, les attaques ont pu être massives et localisées. Donc on peut citer notamment l'ouest du Gers, le Tarn, la Haute-Garonne et puis la façade atlantique. Sur les enquêtes que l'on a pu mener, hein, chez Terrinovia, donc sur 103 parcelles qui ont pu être observées, on a vu des attaques sur 20% des parcelles, le plus souvent sans impact et sans incidence sur le rendement, mais parfois, et notamment là sur les 100 parcelles qu'on a pu voir, on a eu 2 attaques, avec des attaques qui ont été comprises entre 10 et 50% de gousses touchées. Et hors enquête, on a eu des remontées dans le courant de l'automne de parcelles qui ont pu être totalement détruites par l'héliotis. Et je laisse la parole à Laurent pour des premiers résultats de lutte. Oui, donc merci Quentin. Donc effectivement, on avait un essai donc, qui avait été conduit sur la station d'Agen. Donc c'est un essai qui était prévu au départ pour lutter contre la pyrale du haricot. On a eu très peu de pyrale du haricot sur cet essai-là. Par contre, on avait une attaque d'héliotis, donc de noctuelle de la tomate. Donc on avait différentes stratégies avec 4 applications en tout, mais on a réalisé au final que 3 applications. La première, on était sur une application le 9 août, on était au stade R3. La deuxième, on était au 19 août, on était à R5. Et la troisième application, là, on était au stade R6, donc on était au 29 août. Après, par contre, on avait eu plus de captures, donc le traitement, on n'a pas réalisé le quatrième traitement. Donc on a réalisé des stratégies à base de lambda-cyhalotrine, donc le karaté Zéon, des stratégies également à base de chlorantraniliprole. Et bien sûr, une référence, le DIP-LDF, qui est notre référence pour les BT. Donc la diapo suivante. Donc ce qu'on peut voir en termes de résultats, donc effectivement, on n'a réalisé que 3 applications sur les 4 prévues. On voit que le karaté Zéon, la lambda-cyhalotrine n'est pas efficace et on sait effectivement que l'épidoptère présente des résistances aux pyrétrinoïdes. Hein, donc ce n'est plus on n'a plus aucune garantie d'efficacité en utilisant de la lambda-cyhalotrine. On voit que le dipel DF avec 3 applications, le BT, on a une efficacité qui est intermédiaire. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'avec les applications de chlorantraniliprole, c'est là qu'on obtient les meilleures efficacités. Et dans les efficacités, c'est le premier traitement en fait qui s'est avéré le plus efficace. Donc on était au stade R3, donc le traitement au 9 août. Malheureusement, on n'avait pas sur ce site-là le piégeage en fait, d'héliotis, puisqu'au départ, c'était un essai qui était prévu pour lutter contre la pyrale. Et on a remis en place, ces essais sont à nouveau en place cette année pour évaluer la stratégie de lutte. La diapo suivante. Donc, on avait demandé pour la campagne en cours une dérogation avec l'Altacor pour lutter contre Helicoverpa armigera. On vient d'avoir le retour de cette dérogation, donc 120 jours, qui va du 5 juillet au 2 novembre 2025, donc de l'année, et donc dans l'usage soja, traitement des parties aériennes, chenilles phytophages. Donc la dose, quelque part, qu'on peut utiliser, c'est 70 grammes hectare. On a droit à une application entre les stades BBCH 40 et 89. Et bien sûr, on peut intervenir pendant la floraison à condition de respecter, d'être en absence d'abeilles et de traiter dans les 2 heures qui précèdent le coucher de soleil ou les 3 heures suivant le coucher de soleil. Et il y a un délai de réentrée de 6 heures et un DAR de 21 jours. Et on vous a également rappelé les ZNTO ou les ZNT arthropodes. Donc on a eu le retour de cette dérogation hier. Donc on a droit à une application. Donc on a également regardé d'autres résultats, bien sûr, pour lutter contre Helicoverpa. Ce qu'on sait sur les BT, l'efficacité, on l'a vu à l'instant,
C'est pas suffisant quand on regarde ce qui se passe sur d'autres cultures quand la pression est forte, hein. On a une efficacité intermédiaire. Les infofirmes qu'on peut avoir, bah, c'est qu'il faut positionner effectivement sur les jeunes larves, les L1 ou les L2. Il y a une sensibilité au lessivage avec ces produits-là, ils sont aussi photosensibles, donc on va appliquer plutôt que la est en fin de journée et on va renouveler tous les 10-12 jours. Ce que j'ai oublié de dire, juste à l'instant sur la dérogation, qu'elle est uniquement autorisée sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Donc elle est régionalisée. C'est là où on a observé les attaques les plus fortes, comme l'a dit Quentin tout à l'heure, en 2024, et on a aussi les premières captures cette année. La deuxième solution qu'on peut avoir pour lutter contre Héliotis, c'est aussi des virus, les baculovirus, hein. Donc Helicovex, qu'on n'a pas testé dans nos essais. Mais si on regarde l'efficacité de ce qui a pu être communiqué à la conférence CIRA de VGFIL à l'automne dernier, on voit qu'on a des efficacités comparables au BT, avec donc là aussi à positionner sur des œufs et plutôt jeunes larves, renouvelés tous les 10-15 jours suivant les conditions, et la firme annonce une résistance au lessivage un peu plus élevée de l'ordre de 50 millimètres. Donc on a effectivement ces deux solutions-là qui sont aujourd'hui utilisables en production biologique. On travaille également donc une piste trichogramme pour trouver des alternatives, hein. Le principe, c'est le trichogramme va parasiter l'œuf avant l'éclosion, et donc l'auxiliaire va pondre dans l'œuf du ravageur, donc d'Héliotis. La larve va se développer au détriment de l'œuf et donc va donner naissance à une nouvelle génération de trichogrammes. Donc on travaille cette solution-là. On l'a regardée en 2024 sur la pyrale du haricot, et en 2025 également sur la pyrale du haricot, et en 2025, on la regardera sur Héliotis et pyrale du haricot dans des essais qui sont conduits chez Therinovia sur la station d'Agen et d'Ancrambade. Et donc on voit l'intérêt qu'on pourrait avoir éventuellement aussi si on avait un effet sur la pyrale du haricot. Donc c'est ce qu'on voudrait regarder par rapport aux essais qu'on avait menés les années passées. Donc les essais sont des dispositifs un peu plus compliqués que les microparcelles, hein. Donc on travaille cela avec la société Bioline et les partenaires locaux. Donc je pense que certains sont en ligne. On avait en 2024 5 essais, et on a prévu cette année, en 2025, 4 essais qui ont été mis en place dans l'Aude, le Gers et le Lot-et-Garonne. Le principe, c'est d'utiliser des diffuseurs, comme vous le voyez sur la photo, qu'on pose au pied des plantes. On a prévu 4 lâchers, en gros, tous les 15 jours. Et dans notre dispositif, on a équipé 1 hectare dans lequel on va faire une observation en fait, des dégâts, à la fois de pyrale ou d'héliotis, suivant le ravageur qui sera présent. Malheureusement, en 2024, on n'a pas eu de résultats parce qu'on avait des pressions qui étaient insuffisantes sur nos essais. Donc voilà, vous avez une présentation là du dispositif. Donc rendez-vous plutôt en fin d'année pour voir les résultats. On voulait également, avec Quentin, vous signaler le projet Parsada accompli. Ah, donc, alors, l'acronyme, c'est Acquisition d'outils et de méthodes de protection contre les lépidoptères en interfilière. Donc Therinovia est impliqué dans ce projet-là sur pois chiche avec Héliotis. Vous voyez que 7 filières sont concernées par ce projet-là. Il y a 15 productions spécialisées qui représentent à peu près 163 000 hectares. Vous avez 19 partenaires, 7 centres techniques, 4 stations régionales, des structures d'appui scientifiques et méthodologiques, 2 structures privées et une chambre d'agriculture. Et vous avez tous les logos qui sont représentés. Le principal ravageur, c'est bien sûr Héliotis, qui va concerner de nombreuses cultures, comme vous le voyez là sur le schéma. Vous avez également Agrosis segetum. Vous avez aussi d'autres lépidoptères qui sont concernés, mais sur le chou, par exemple, ou sur la prune. Donc effectivement, les lépidoptères sont vraiment des ravageurs qui posent des problèmes importants sur les cultures fruitières, légumières et spécialisées. La diapo suivante. Donc effectivement, ce projet est animé par l'UNILET, hein, qui est l'interprofession des légumes.
avec les objectifs, c'est d'élargir l'approche de régulation des lépidoptères à tous les stades de développement, d'essayer d'avoir une gestion, d'anticiper en fait, d'évaluer un risque avec un réseau d'épidémiosurveillance qui n'est pas que sur une culture, mais sur l'ensemble des cultures, et de regarder ça également à l'échelle du territoire. L'idée après, c'est aussi de trouver des alternatives pour lutter, effectivement, aux différents stades, et ensuite de diffuser ces solutions au niveau des techniciens et agriculteurs. Donc ça va passer par approfondir des connaissances sur la biologie, de tester des solutions à l'échelle de la plante, comme par exemple du biocontrôle, de tester également des solutions à l'échelle de la parcelle et du paysage, hein, ce qui est indispensable en fait pour des lépidoptères qui se déplacent beaucoup et qui sont très polyphages, donc ils vont passer d'une culture à l'autre. Et après, effectivement, c'est de promouvoir en fait les résultats auprès des professionnels. Ce projet-là est aussi en interaction avec 3 projets transversaux de l'INRA, à savoir le projet Ardeco, qui va travailler sur tout ce qui est médiation chimique, le projet Mobatlim avec tout ce qui est lutte biologique par acclimatation, et le projet également ASAP, qui va regarder tout ce qui est résistance, que ce soit du conventionnel ou du non conventionnel. Donc ce projet a débuté à l'automne dernier et va durer 5 ans. Diapo suivante, voilà. Donc, est-ce que vous avez des premières questions sur Heliotis? Alors, pour l'instant, dans le chat, il ne me semble pas voir des questions. N'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui de l'héliotis, c'est que c'est un ravageur que l'on connaît plutôt bien du fait de sa polyphagie et donc de nombreuses structures qui travaillent pour la lutte de ce ravageur, que le soja n'est pas, en tout cas n'était pas jusqu'à aujourd'hui une culture qui était fréquemment touchée par l'héliotis. Ça ne veut pas dire que dans le futur elle ne le sera pas, que du fait des problématiques que l'on a eues en 2023, mais surtout en 2024, eh bien, nous avons proposé une dérogation. Comme vous l'avez mentionné, Laurent, donc cette dérogation vient d'être acceptée. Par contre, voilà, elle a une zone limitée aux 2 régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Les autres régions n'ont pas été acceptées. La demande avait été nationale. Et voilà, donc on a ces 2 régions qui rentrent dans le scope avec une application. Et après, on a tout un tas de travaux qui seront menés, pas forcément directement sur soja, en tout cas à court terme, mais qui pourront être valorisés dans cette espèce soja pour tout ce qui est levier de régulation autre que la chimie. On pourra bénéficier effectivement de tous les travaux qui sont conduits dans le projet accompli pour lutter contre Heliotis. J'ai une question qui me vient sur un vol en cours cette semaine sur soja. Aujourd'hui, donc, en effet, on a un réseau, je vous en ai parlé tout à l'heure un peu en introduction, un réseau qui est en cours sur Heliotis, mais aussi sur Pyrale du haricot. Finalement, en fait, est-ce qu'on a un vol en cours? Ce qu'on peut dire, c'est que le vol, il a déjà débuté depuis de nombreuses semaines et on l'a vu notamment au travers du réseau de piégeage qui a été effectué en pois chiches. On n'a pas de baisse. On a eu une baisse en pois chiches parce que les pois chiches entrent à maturité, donc sont moins appétants. Mais les adultes qui sont présents sur le territoire, et notamment, je pense que cette question s'adresse plutôt au sud-ouest. Donc, on a en effet un vol qui est en cours qu'il faut mettre en relation avec le stade des sojas aujourd'hui. Voilà, qui sont en floraison. Pour les plus précoces, bien entendu, qui ont déjà des gousses en parcelle, hein, qui ont dépassé le stade R3. Est-ce qu'on a un pic de vol? C'est très difficile à dire aujourd'hui, vu qu'on est en train de débuter la mise en place de ce réseau de pièges. Est-ce qu'on aura un BSV dans le sud-ouest? Alors, le réseau de piégeage
est accompagné en effet par de l'épidémiosurveillance, notamment au travers du bulletin de santé du végétal. Il n'y aura pas de BSV hebdomadaire en SOVA, voilà, puisque c'est une organisation qui est faite avec les chambres régionales qui sont à la manœuvre pour les BSV, mais on aura des BSV en cours de campagne pour accompagner les risques, notamment sur ces ravageurs, hein, donc sur les 3 ravageurs, la pyrale du Rico, la punaise et l'héliotis, pour accompagner les producteurs. Mais on n'aura pas de BSV de façon hebdomadaire comme on peut le connaître sur d'autres espèces. Ce sera en fonction des pics de vol et en fonction du besoin qui se fera ressentir sur ces 3 ravageurs. Et sur soja, le risque, héliotis commence à partir du moment où il y a les gousses qui sont présentes. Avant, il n'y a pas de Exactement. risque de dégâts d'héliotis, hein. Et notamment, on le voit par rapport à la campagne dernière, on a vraiment un risque qui va augmenter, hein, on va dire, en fonction du nombre de gousses qu'on aura et aussi du remplissage, hein, de ces gousses, bien entendu, parce que ce qui va vraiment intéresser, ce qui est le plus nutritif et le plus appétant pour l'héliotis, ça va vraiment être les graines, hein, qui sont à l'intérieur des gousses. Donc, le risque va vraiment être crescendo en fonction du remplissage des gousses et notamment à partir du stade R6 où on a vraiment un grossissement des graines dans les gousses de soja. Une deuxième question, Laurent, je vais te laisser y répondre, qui concerne la dérogation et notamment est-ce que on a évoqué l'altacor, est-ce que la dérogation elle concerne aussi le coragène, qui Non, est aussi à base de chlorantraniliprole? la dérogation est toujours, un produit commercial, donc la dérogation ne va concerner que l'altacor. La dérogation n'est pas la matière active, elle est vraiment, un produit commercial. Donc là, c'est l'altacor. Une question sur les différences d'appétence selon les variétés de soja. C'est des choses aujourd'hui qui n'ont pas été travaillées, donc voilà, on n'a pas pu mettre en place de notation spécifique sur différentes variétés de soja. C'est des choses qui pourront être, tout à l'heure on parlait d'un projet, on l'évoquera, hein, à la suite des slides, un projet spécifique sur soja et notamment sur ravageurs plutôt estival de deuxième partie de cycle. C'est des choses qui pourront être regardées, mais pour l'instant, d'une part, on n'a pas vu de variété plus touchée qu'une autre, voilà, dans les remontées et l'expertise que l'on peut avoir sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différents variétables, mais en tout cas, il n'y a pas des choses qui ressortent. La seconde, c'est que le travail n'a pas été fait. On n'a pas eu d'attaque sur, par exemple, un essai variétal en soja, où on aurait pu voir des différences spécifiques, en tout cas sur les 2 dernières campagnes. On n'a pas pu faire ce type de notation-là. Et dans tous les cas, si on arrive à faire ce type de notation-là, il faudra qu'elle soit consolidée par d'autres notations. Quels sont les risques pour les régions Rhône-Alpes avec peu de cultures cibles autres autour, donc pas notamment de maraîchage? On l'a dit tout à l'heure, hein, donc l'héliotis, il va privilégier des cultures très appétantes, mais s'il n'y en a pas sur un territoire, soit il va migrer, donc il va changer de région, ou soit il va s'établir sur des cultures qui sont moins appétantes pour lui. Le risque, a priori, il est très difficile à anticiper, forcément, hein, puisqu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu sur les phénomènes de migration ou de rester établi sur une culture. Ce qu'on peut dire, c'est que cette année, en Rhône-Alpes, il n'y a pas de réseau de piégeage sur soja, en tout cas pas à ma connaissance, sur cette région-là, sur le soja. Donc, il faut soit avoir un piège chez soi, hein, chacun bien entendu, même s'il n'y a pas d'animation collective, on peut mettre en place des pièges. Et puis après, ça va être l'observation, hein, en parcelle. Voilà. Dès lors qu'on voit des premières larves ou des premiers dégâts et qu'on est dans la phase de risque, c'est-à-dire à partir des premières gousses et dès lors qu'on a le grossissement des gousses, donc le stade R6, là on est sur des niveaux de risque plus importants. Et donc pour ces régions-là, il faudra partir sur des solutions à base de BT ou d'Hélicovex, en fait, pour lutter contre Héliotis, hein, donc vu Exactement. qu'il y a le problème de résistance aux pyréthrinoïdes. Comme on l'a vu sur les résultats de l'essai qu'a pu vous présenter Laurent. Voilà, je pense qu'en tout cas pour les principales questions, euh, on, il y a une dernière petite question. Après, il y a des questions spécifiques dont on vous répondra directement sur le chat, hein. Pour celles et ceux qui ont posé des questions, on vous répondra. Une dernière question, est-ce que l'irrigation peut influer les dégâts sur soja? Ce qu'on peut
ce qu'on peut mentionner, c'est que forcément, dès lors qu'on a une conduite irriguée, on est sur des potentiels de rendement plus importants et donc on peut avoir des dégâts qui sont moindres en tendance que sur des dégâts sur des soja conduits en sec où le potentiel de rendement sera plus faible. Généralement, quand même, ce qu'on peut voir, c'est que sur des colzas très bien portants avec des potentiels de rendement plus élevés, bien parfois on a tendance, alors ça c'est de l'expertise, des tendances qui ressortent, il faudrait les consolider bien entendu et notamment avec un projet spécifique, mais des tendances qui ressortent et des observations qui peuvent être faites, c'est que les lotis auraient tendance à plus s'établir, à plus pondre sur des sojas avec des potentiels plus élevés. Voilà, toujours pareil, parce que on a un papillon qui va choisir des parcelles où ses larves, ses œufs vont pouvoir s'établir avec une ressource non limitante. Et forcément, dès lors qu'on a plus de gousses, un soja mieux portant, c'est plus de chances pour le ravageur de maintenir ces populations. Mais tout ça, c'est de l'expertise, voilà, des retours que l'on peut avoir ces 2 dernières années et qui restent à consolider, bien entendu. Je vous propose qu'on continue sur la punaise verte. Donc la punaise verte, donc Neisera viridula, c'est un hyménoptère, un hémiptère, pardon, qui va toucher un certain nombre de cultures, et notamment en arboriculture, en maraîchage, et en grande culture, c'est le soja qui est le plus touché. On est sur un insecte piqueur-suceur qui peut attaquer potentiellement l'ensemble des organes, mais qui va poser problème dès lors qu'il s'attaque aux gousses en prélevant la graine, au détriment, en prélevant la sève, pardon, au détriment du remplissage des graines dans ces gousses. On fera attention aux arrivées précoces dans les parcelles et aux fortes chaleurs estivales de fin de cycle qui leur sont favorables. Et c'est notamment la campagne 2023 dans le sud-ouest où on avait eu des arrivées très précoces dans les parcelles dès début mi-juin et qui ont causé des soucis dans la suite du cycle et dès lors que des gousses étaient en parcelle. C'est un ravageur qui est fréquemment observé en parcelle. On peut voir ici sur des observations qui ont été menées toujours dans le sud-ouest, où vous retrouvez donc une centaine de parcelles qui sont observées par an de façon aléatoire et on vient noter la présence de punaises et l'intensité de ces punaises dans les parcelles. Ce qu'on peut voir, c'est que globalement, des punaises, on en retrouve chaque année. Et dans à peu près un quart des parcelles, donc, on retrouve une présence de punaises en présence plutôt dite faible, toujours à titre d'expertise. Donc là, vous le voyez, sur les 3 campagnes qu'on a retenues, 2022, 2023, 2024, les 3 dernières campagnes, on avait à minima 25% de parcelles où on retrouvait une présence faible. Et puis, en fonction des années, on peut avoir des présences fortes à moyenne qui sont plus importantes. Et là, on a une distinction entre la campagne 2022 et la campagne 2023 ou 2024, où, en tendance, sur les campagnes 2023 et 2024, on avait plus de 30% de présence moyenne à forte sur les campagnes 2023-2024. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on retrouve ce ravageur dans 40 à 70% des parcelles, donc dans une majorité de parcelles bien souvent en pluriannuel. Le cycle de notre punaise verte. On va commencer à la sortie de l'hiver, donc plutôt sur la droite de cette slide. Donc en mars-avril, on a une sortie d'hibernation des adultes. Donc ils peuvent sortir de différents abris, des greniers, des maisons bien souvent, de différentes litières de feuilles, écorces, donc des abris divers et variés. On va avoir un premier accouplement des adultes dans le courant du mois d'avril-mai, donc au printemps, avec des pontes, donc des pontes qui se font en plaques, qui sont composées de 30 à 80 œufs. Premier stade larvaire, vous voyez, sur le mois de mai. On y reviendra tout à l'heure de façon plus précise sur des différents stades larvaires. On a des adultes
qui sont présents dès fin juin, mi-juillet, qui vont de nouveau s'accoupler entre eux et qui vont pouvoir pondre potentiellement sur notre soja. Et donc c'est vraiment, on est concerné par la première vraie génération, donc le seconde génération d'adultes qui vont suivre une fois que les œufs ont éclos. Donc présence dès la floraison avec des pontes qui se font souvent sur la face inférieure des plantes. Et puis en septembre, donc la seconde génération va de nouveau chercher des abris à l'automne. Hein, bien souvent, c'est là où elles rentrent, notamment dans les maisons, c'est là où elles sont le plus visibles, pour venir hiverner tout l'hiver. Les différents stades larvaires. Donc, vous avez de L1 à L5 sur cette photo. On a donc 2 générations par an, on vient de le dire. Et les œufs sont bien souvent en soja pondus sur la face inférieure. Donc, à l'observation, de bien faire attention à observer la face inférieure des feuilles de soja. On a un stade L1, L2 et L3 qui sont dits grégaires. C'est-à-dire que les individus vont rester entre eux, hein, tous les individus qui ont été pondus en même temps, vont rester entre eux par grappe. Hein. Vous le voyez hein, sur les 3 premières photos où elles sont très, très nombreuses. Les stades L1 sont majoritairement rouges, puis ils vont passer au noir avec sur la face supérieure des ponctuations et des points blancs. Les L3 sont toujours majoritairement noirs, avec toujours des ponctuations qui peuvent être blancs à rouge. Et puis à partir du stade L4, on va commencer à avoir une coloration un peu plus verte, toujours avec ces ponctuations. Et puis le dernier stade L5, qui est le plus proche de l'individu adulte, avec toujours des ponctuations blancs et rouges sur sa face supérieure. Donc attention à l'observation, hein. La punaise verte n'est pas forcément verte sur ces stades larvaires, comme vous pouvez le voir sur les photos ici. À partir du stade L4, L5, elles vont commencer à se répartir dans la parcelle et à envahir la parcelle de façon plus homogène. Pour retrouver l'identification de ces stades larvaires et des infos générales sur la punaise verte, vous avez une fiche qui est éditée en ligne depuis l'année dernière sur le soja, identification, reconnaissance et gestion de la punaise verte. Et vous retrouvez le lien ici sur cette slide en bas à droite. Et je passe la parole à Laurent pour la partie dégâts et seuil. Pour les dégâts, donc, Quentin l'a rappelé, c'est un insecte piqueur-suceur, donc on a une relation entre le nombre d'individus et la perte de rendement. Donc ce qu'on a pu établir, c'est qu'on peut avoir jusqu'à 10% de perte, donc c'est 2 à 4 quintaux, hein, dès qu'on observe 3 à 4 punaises par mètre linéaire. Par contre, on a déjà vu pour des attaques très fortes, des pertes qui allaient jusqu'à 10 quintaux hein, pour les parcelles les plus touchées. Alors il y a le nombre bien sûr d'individus qui va être important, mais également la période à laquelle les individus vont arriver dans les parcelles. En 2024, les punaises sont arrivées vers la mi-juillet dans les parcelles. Par contre, si vous vous rappelez, en 2023, elles étaient arrivées beaucoup plus précocement dès le mois de juin. Donc on va avoir un impact sur le rendement, mais après aussi également sur le pouvoir germinatif, la qualité visuelle et la composition de la graine. Vous pouvez voir un peu l'impact visuel que ça va avoir sur les graines. Vous voyez à gauche effectivement une graine qui est normale et vous voyez tout à droite une graine complètement fripée. Donc effectivement, un impact à la fois sur le rendement, mais également sur la qualité de la graine. La diapo suivante. Donc effectivement, il y a 2 seuils hein, qui vont dépendre du stade de la culture et du moment où les punaises vertes vont arriver dans les parcelles. Avant le stade R6, c'est quelques punaises, donc 2 à 3, hein, des adultes ou des larves, sur plus d'une zone d'observation sur 2. Donc on conseille en général de faire 8 comptages et on regarde si on a des punaises qui sont présentes sur plus de la moitié de ces comptages-là. À partir du stade R6, on est plutôt sur un nombre d'insectes par mètre linéaire, des adultes ou des larves, et donc on parle de 3-4 punaises par mètre linéaire. Aujourd'hui, on a une seule solution insecticide, c'est le lambda-cyhalothrin. Et par contre, en production biologique, on n'a pas de solution aujourd'hui pour lutter contre la punaise. Donc on avait mis en place des essais donc, sur la station d'Agen.
Donc, vous voyez la stratégie, hein, donc un témoin, bien sûr. Ensuite, une application en fonction du stade d'arrivée, hein, des punaises. Donc, une première application de karaté, une double application ou ensuite des applications plus tardives, hein. Donc, vous voyez que la première application a été réalisée au 19 août, la deuxième au 13 septembre et la dernière au 30 septembre. Donc, on avait une pression qui était relativement forte dans cet essai-là, puisqu'au 11 septembre, on avait plus de 110 punaises sur une placette de 2 fois 10 mètres linéaires, hein, donc ça fait plus de 5 punaises au mètre linéaire au 11 septembre. Donc une pression quand même relativement forte. Et les premières punaises avaient été observées au 12 août, avant le stade R3. Donc une arrivée très précoce. La diapo suivante. Je crois que tu peux encore afficher. Voilà. Donc effectivement, on voit pour les différentes stratégies, donc le témoin non traité. Donc vous voyez en fonction des différentes classes, donc on voit que pour le témoin non traité, on a 50% des classes où les graines sont intactes, et ça va jusqu'à des classes fripées qui sont importantes. Ce qu'on voit rapidement sur ce graphique-là, c'est que le témoin non traité, l'application unique de karaté à la deuxième date ou à la troisième date, on est à peu près sur 50% des graines qui sont normales. On voit que les meilleurs résultats sont obtenus en fait avec les applications, les stratégies, avec une application précoce au mois d'août ou la double application au mois d'août plus la mi-septembre, où on monte à 75-80% de graines qui sont saines. Quand on regarde l'écart de rendement qu'on peut avoir entre ces deux applications, ces deux stratégies avec une application précoce, on a un gain de 6 quintaux à peu près par rapport aux autres modalités. Donc on est tout à fait dans ce qu'on peut observer habituellement. Donc un gain quand même important là en termes de productivité, hein, de 6 quintaux d'écart entre les meilleures modalités et les moins bonnes modalités, dont le témoin. Diapo suivante. Donc Quentin, Oui. si tu veux. Ouais. Et je reprends la main, donc pour élever des leviers intégrés et notamment une stratégie d'esquive par la précocité variétale. L'idée ici, ben, c'est de précocifier le cycle de la culture en se disant que avec une date de maturité plus précoce, une date de récolte plus précoce, eh bien on pourrait échapper aux dégâts, notamment de punaises vertes ou de pyrale du haricot. Cette thématique a été testée sur un certain nombre de sites avec des partenaires locaux, hein, dans le sud-ouest. Et puis nous avions aussi l'année dernière, donc on ne présentera pas de résultats de ces partenaires dans cette présentation, mais on va faire un focus sur un essai agronomique, hein, donc qui n'était pas un essai à visée ravageur pour l'essai d'Agen que vous voyez à la suite de cette slide, hein, donc dans le Lot-et-Garonne. On venait tester un certain nombre de paramètres, 2 dates de semis, donc une date de semis plutôt précoce au 5 avril et une date de semis plutôt tardive au 25 mai, 3 groupes de précocité, double zéro, groupe 1, groupe 2, et 2 modes de conduite sec et irrigué. Donc c'est un essai agronomique, hein, à visée plutôt écophysiologique, où on a observé aussi si on avait des attaques de ravageurs. On n'a pas eu d'attaque significative de pyrale du haricot, c'était inférieur à 5% sur l'ensemble de l'essai. Par contre, on a eu des attaques conséquentes de punaises vertes dans le courant du mois de juillet, avec des concentrations sur certaines microparcelles qui ont pu être très élevées, et notamment sur les microparcelles les plus précoces, c'est-à-dire le mentor, hein, qui était notre variété retenue en double zéro, et sur la première date de semis au 5 avril. Hop. Ce qu'on a pu observer sur ces modalités, donc on a retenu 2 modalités, donc notre mentor, notre double zéro, en date 1, et notre mentor en date 2. Et on a évalué la pression punaise par mètre linéaire sur ces 2 modalités. Ce qu'on a pu voir, c'est que sur la modalité date 1 mentor, on était à 34 punaises par mètre linéaire, et sur la date 2, mais on était à 0,1 punaise. On avait des stades qui étaient différents, hein, puisque sur la date 1, on était au stade R6+, c'est-à-dire qu'on était en plein grossissement des graines et on avait des graines par gousse
qui était supérieur à 1 cm, hein, voilà, c'est 11 mm, hein, le stade R6+, graine à l'intérieur des gousses sur les 4 nœuds les plus élevés, avec au moins une graine supérieure à 11 mm. Et par contre, sur la date 2, on était à R1, donc on était à début floraison. On a ensuite prélevé des gousses en fin de cycle et on a fait la répartition, exactement la même méthode que vous a présenté Laurent à l'instant, et ça va être sur, la slide de droite, enfin la partie de la slide à droite sur le graphe où vous retrouvez les classes de graines A, B, C, D, E, avec la photo pour vous indiquer les classes, comment elles ont été faites. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que pour notre date 1, on avait 90% des graines qui étaient considérées en classe D et E, donc vraiment avec des prélèvements très importants, alors que sur la date 2, on était, pour ces mêmes classes D et E, à moins de 10% pour la date 2, donc pour la date plutôt tardive. Au-delà de la classification des graines et l'impact sur le remplissage des graines, on avait aussi un nombre moyen de graines par gousse qui était plus élevé pour la date 2, où on était de l'ordre de 2,9 graines par gousse contre 1,6 graines par gousse pour la date 1. Sur les autres dates de semis ou variétés testées, la pression, elle était beaucoup plus faible, hein. Ce qu'on peut noter, c'est que la date 1 a été quand même plus concernée sur l'ensemble des variétés qui ont été testées, hein. On n'était pas sur le même stade, on était sur le stade R5 pour les autres modalités qui étaient testées, donc des graines beaucoup plus petites, hein, de l'ordre de 3 mm, hein, donc c'est le stade première graine, et avec des pressions beaucoup moins importantes, puisque on était de 1 à 5 punaises par mètre linéaire pour les autres variétés testées pour la même date de semis. Et pour la date 2, l'ensemble des variétés testées étaient à début floraison, donc elles étaient toutes au même stade, et elles étaient avec le même niveau de pression, c'est-à-dire un niveau de pression très très faible. On n'a pas vu de différence dans les comptages de punaises entre le sec et l'irrigué. C'est-à-dire que pour ici, le comptage des 34 punaises par mètre linéaire était sur la modalité en sec, mais globalement, sur la modalité à la même date de semis conduite irriguée, on était sur le même niveau de pression de punaises. Et les niveaux de pression étaient exactement les mêmes, que ce soit en sec ou en irrigué, par date de semis, bien entendu. Est-ce que ici on a eu une situation de choix dans un même essai? Donc, on avait en effet des plantes qui étaient à un stade potentiellement plus appétant pour la punaise. Est-ce qu'elles se sont concentrées sur ces micro-parcelles-là et donc délaissé les autres micro-parcelles? Est-ce que en plein champ, donc sur un champ où on n'aurait que des graines AR5, enfin des plantes AR5, pardon, est-ce qu'elles ne seraient pas allées sur ces plantes AR5? Ça, c'est une question et c'est le biais méthodologique d'avoir des essais en micro-parcelles où on peut avoir une situation de choix. Elles sont privilégiées, ces plantes-là, au détriment des autres, mais en situation de non-choix, est-ce qu'on aurait eu les mêmes choix? C'est une question qui peut se poser. Le nombre de graines par douce, hein, qui est assez différent entre la date 1 et la date 2. Est-ce que c'est l'effet seulement de la punaise ou est-ce qu'on a eu aussi un décalage de la date de semis et donc, notamment en sec, un potentiel de rendement qui a été au déficitaire pour la date 1 contre la date 2. Ça aussi, on ne peut pas répondre à cette question-là. Néanmoins, hein, sur la phase de remplissage, voilà, on a 90% de graines en classe DE, alors que on était à moins de 10% pour la date 2. Plus de 85% de graines saines en date D2. Et on a effectué sur cet essai et sur la totalité de l'essai un traitement donc au caracéséon à base de lambda-célotrine le lendemain des comptages, hein, donc le 25 juillet, et l'efficacité a été supérieure à 90% puisqu'on est venu recompter quelques jours après, hein, donc un peu moins d'une semaine après, et les populations de punaises, que ce soit sur notre mentor ou sur les autres variétés, a diminué drastiquement. Et donc, on a eu sur cet essai-là une efficacité moyenne, hein, globale, de l'ordre de 90%. Je passe à la diapo suivante et je repasse la main à Laurent pour un focus punaise diabolique. Laurent, il faut que tu allumes ton micro. Oui, pardon.
Oui, donc excusez-moi, donc la punaise diabolique qu'on appelle enfin Halimorpha alice, hein, donc qui est aussi une pentatomide comme la punaise verte Nesara viridula, qu'on va retrouver en arboriculture, en maraîchage, mais aussi en grande culture sur le soja. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a dans les bassins de production du soja. Elle est plus fréquente dans le sud-ouest. Vous savez, je pense que si vous êtes dans le sud-ouest, vous en avez déjà entendu parler, hein. Elle a été observée la première fois en 2012 et elle a colonisé le sud de la France via l'Italie. Donc c'est comme la punaise verte, un piqueur-suceur, et qui va attaquer surtout les organes reproducteurs, hein, avec des conséquences comme l'avortement des bourgeons floraux, la déformation, la chute de jeunes fruits. On a de nombreuses filières qui sont concernées, notamment tout ce qui est arboriculture, pêcher, nectarinier, des pommiers, poiriers, noisetiers, kiwis, vignes, des petits fruits, des légumes, des plantes ornementales et grandes cultures comme par exemple le soja. Donc effectivement, Quentin vous a mis à droite une petite carte avec la première introduction en 2012, hein, et donc la punaise aujourd'hui qu'on retrouve quand même dans de nombreux pays, qui est partie de sa zone, hein, de l'Asie, de la Chine, du Japon et de Corée. La diapo suivante. Donc effectivement, en France, on considère qu'il y a 1 à 2 générations par an. La reproduction se fait en été. La femelle peut pondre une trentaine d'œufs sous forme d'eau aux plaques. L'éclosion est rapide, hein, se fait en 3 à 6 jours après la ponte. Et les larves de second stade, déjà, se dispersent et vont piquer les végétaux. Donc aujourd'hui, on n'a pas de nuisibilité établie, ni de seuil à ce jour donc en soja. Elle est peu fréquente dans les parcelles de soja à ce jour. Et Quentin pourra vous le redire, mais effectivement, on a un suivi spécifique qui est prévu cette année en 2025 dans le cadre du BSV. Et vous pouvez trouver pas mal d'informations, si vous voulez, sur la punaise diabolique. Il y a un BSV intéressant de Nouvelle-Aquitaine, hein, qui a été publié l'année dernière, un hors-série en arboriculture, et un dossier également dans la revue Phytoma, hein, donc d'avril 2023. Et il faut savoir également qu'il y a un projet par FADA également, Pacte, donc sur les punaises pentatomidées, hein, donc qui a été lancé, qui va concerner notamment tout ce qui est arboriculture, noisetier, etc. Donc il y a ce projet-là également qui va étudier les punaises. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les punaises? Donc, pas de questions, mais je ne doute pas qu'elles vont arriver. Donc, pas de questions pour le Alors, moment. c'est juste encore une information, hein, donc si vous relisez un peu les références que je vous ai indiquées, on voit que les essais qui ont pu être menés pour lutter contre la punaise diabolique, les pyréthrinoïdes, hein, sont efficaces et il n'y a pas de résistance aujourd'hui recensée à ce jour, hein. Voilà, donc sur d'autres filières qui sont concernées, Voilà, hein, par la aujourd'hui punaise diabolique, par voilà. la punaise diabolique qui ne mentionne pas d'échec d'efficacité. Mais tout ça reste bien entendu à confirmer et à appliquer sur notre soja demain. Donc c'est des pistes de travaux que l'on voudrait travailler. Mais encore une fois, il est vraiment bon de rappeler qu'aujourd'hui, on est majoritairement concerné par de la punaise verte dans les sojas et que parfois on peut observer en effet de la punaise. De la punaise diabolique dans les parcelles. Et donc, un travail spécifique, notamment dans le cas de BSV et notamment dans les parcelles que l'on peut voir en fin de campagne, où on va essayer d'avoir une dichotomie, hein, une précision sur les pressions punaises en intégrant le suivi de cette punaise diabolique qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Une question sur l'intérêt des pièges punaises. Alors en effet, hein, il existe aujourd'hui pour le monitoring dans certaines filières des pièges spécifiques pour la punaise Diabolique, ouais. diabolique. Il ne me semble pas, mais Laurent, peut-être que tu auras d'autres informations, que ce type de piège existe pour la punaise verte. Non, pour la punaise verte, aujourd'hui, on n'a pas de composé attractif, Voilà. contrairement à la punaise Donc diabolique. clairement, si on avait une solution pour la punaise verte, elle pourrait tout à fait avoir du sens pour piloter, hein, la protection vis-à-vis de cette punaise verte. Sur la punaise diabolique, aujourd'hui, au vu de la pression et notamment du fait que aujourd'hui, il n'y a pas de conseil spécifique de protection sur la punaise diabolique en soja, que l'on n'a pas de seuil, c'est peut-être un peu tôt pour mettre en place ce type de piégeage-là.
Mais c'est très bien qu'en punaise diabolique, ce type de piège existe si on suit ça de près, et notamment s'il y a des solutions pour la Neisseria viridula. Voilà, est-ce que on a une question sur les solutions de biocontrôle sur la punaise verte aujourd'hui de disponible, Laurent? On teste des solutions, donc on pourra vous en dire un peu plus à la fin de l'année, hein. Donc dans la bibliographie, on peut trouver des champignons ou d'autres solutions. Donc on est en train de tester différentes solutions de biocontrôle, hein, pour lutter contre ces ravageurs-là. On pourra vous en dire un petit peu plus, je pense, en fin d'année. En tout cas, il existe des choses dans la bibliographie et qu'on va tester. Mais aujourd'hui, on n'a rien de disponible. Aujourd'hui, Et rien de disponible ou d'autorisé pour lutter voilà, contre la c'est punaise toujours verte. important parce que on est sur du biocontrôle, mais voilà, il faut avoir quand même des autorisations d'utilisation. Et aujourd'hui, malheureusement, voilà, on n'a pas de solution en punaise verte. Quid des auxiliaires? Là encore, c'est pareil. C'est des choses aujourd'hui. Alors, Laurent, peut-être que tu as des précisions, mais Ben, c'est des choses qu'on voudrait. il existe aujourd'hui des auxiliaires, hein, qui sont bien connus et qui sont utilisés par exemple en production sous serre, hein, donc des hyménoptères, qui sont utilisés pour lutter contre la punaise. Donc ça fait aussi partie des choses que demain certainement on explorera aussi pour lutter au champ. En tout cas, il existe Voilà. déjà des solutions pour lutter contre la punaise verte, Neisseria viridula, mais effectivement aujourd'hui plutôt utilisées en conditions contrôlées, sous serre, hein. Sous serre, sous abri. Et on sait Voilà. très bien que voilà, la difficulté, c'est de transposer ça en grande parcelle agricole et en milieu ouvert. Mais il y a des choses qui existent, et des choses qu'on voudrait travailler dans les années qui viennent, et notamment via le projet qu'on aimerait Et, et, déposer. un, Oui, et un dernier point, il y a quand même des stratégies qui sont pas mal travaillées pour tout ce qui est punaise, que ce soit verte ou alimorpha. C'est un peu de l'attract and kill, c'est-à-dire d'attirer à un endroit les punaises qui sont quand même mobiles et de les tuer en fait sur un endroit qu'on a choisi pour réduire la pression sur l'ensemble de la parcelle. Donc effectivement, il y a ces pistes-là qui sont pas mal travaillées en attract and kill sur par différentes filières, hein. ça me permet de revenir sur voilà, cette constatation qu'on a pu faire dans l'essai d'Agen, où on avait vraiment voilà, des individus qui se sont rassemblés au même endroit sur une faible proportion de notre essai, et qui étaient concentrés sur cet même endroit-là. Et ça allait un peu à l'encontre de l'hypothèse que l'on avait, où on se disait que plus on allait précocifier, donc là, un mentor, plutôt une variété précoce, avec une date de semis plutôt précoce, on se disait qu'on allait échapper, et finalement, en fait, on a concentré les dégâts et la présence sur ces micro-parcelles-là. Encore une fois, on n'en fait pas une conclusion, hein. On va continuer à travailler cette thématique-là, mais ça rebat un petit peu les cartes sur cet esprit de: est-ce que vraiment précocifier, c'est la bonne solution? Est-ce qu'il ne faut pas aussi mixer un petit peu les dates de semis, pourquoi pas les précocités aussi, pour échapper, en fonction des années, aux risques que l'on pourrait avoir, soit en punaise, soit en pyrale du haricot, voire même en héliotisse, pourquoi pas. Et Mais tout après, il y ça, a c'est des travaux qu'on veut, c'est des travaux préliminaires, hein, qui restent bien entendu à confirmer. Après, il y a aussi pas mal de travaux avec des plantes attractives en fait qui sont conduites, hein, parce qu'on sait qu'il y a des plantes qui Oui. sont plus attractives que d'autres. Mais là aussi, on l'a vu avec le soja, il y a aussi l'importance du stade au moment où les punaises arrivent, hein, où la plante peut être plus ou moins attractive. Il me semble que nous avons épuisé les questions pour la punaise verte, et donc je vous propose de poursuivre sur le dernier ravageur qu'on va évoquer ce matin avec vous, la pyrale du haricot. Toujours pareil, une approche un peu plus biblio pour débuter. Donc la pyrale du haricot, donc Etiella zichenella, donc qui est, comme l'héliotis, un lépidoptère qui appartient à la famille des pyrales. Elle est inféodée aux espèces de légumineuses, et en parcelles cultivées, elle ne concerne aujourd'hui que le soja. C'est un ravageur qui est bien connu dans le monde, notamment en Asie, et qui est observé dans le sud-ouest depuis plus de 20 ans. En effet, les premières attaques ont été observées en 2003, année de très grosse sécheresse, là peut-être l'année de sécheresse que tout le monde a en tête, puis dans une moindre mesure en 2004. Et enfin, on a eu des attaques qui ont été un peu plus étalées en 2015, en 2017, et puis récemment, en 2020, 2022 et 2023. Les secteurs les plus concernés aujourd'hui sont le sud-ouest, hein. C'est aujourd'hui le ravageur qui concerne que le sud-ouest. Les deux autres ravageurs ont pu être observés partout en France, en tout cas sur les bassins de production de soja. Ce ravageur-là, aujourd'hui, on ne le retrouve que dans le sud-ouest, et notamment
dans le Lauragais tarnais, le 31, l'Aude, le nord du Gers, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne. En 2023, on a eu des attaques sur l'ensemble du sud-ouest et jusqu'à notamment la façade atlantique qui a été aujourd'hui peu concernée que le centre et l'est du sud-ouest. Les attaques les plus notables, elles ont été observées dans les sojas en sec avec très peu de tours d'eau, sauf en 2023 où on a pu avoir des attaques sur l'ensemble des conduites, qu'elles soient irriguées ou secs. Là encore, on retrouve les observations que l'on peut faire de façon aléatoire dans des parcelles de soja dans le sud-ouest. Et vous voyez que, donc là, vous avez 4 années en vert 2021 jusqu'au violet 2024, donc la dernière campagne en date. Et vous voyez que les attaques, elles sont assez hétérogènes en fonction des années. Et bien souvent, on est sur plutôt un faible nombre de parcelles qui sont concernées dans les observations que l'on peut faire de façon aléatoire. Attention, potentiellement 2 biais méthodologiques. Donc, on a un échantillon de parcelles qui est plutôt faible, voilà. Le deuxième, c'est que les attaques de Piral di Rico, elles peuvent être tardives, elles peuvent être réalisées sur le mois de septembre. On y reviendra tout à l'heure avec les relevés de piégeage et puis les expériences que l'on a. Et on peut passer, quand on fait nos tournées, avant les attaques, puisque généralement, ces observations en parcelle, elles sont faites sur début septembre et notamment la première semaine de septembre. Donc on peut avoir un petit biais méthodologique parfois sur ce ravageur spécifiquement. Et donc, en pluriannuel, on est autour de 10% de parcelles qui sont concernées par la Piral di Rico, en tout cas sur les enquêtes que l'on peut conduire. Attention aussi à l'observation de ce ravageur-là, puisque c'est un ravageur qui peut un peu passer inaperçu. On va le voir avec la larve. Donc, on a une larve qui a un corps en début de cycle qui est translucide, qui est garni seulement de quelques soies très dispersées. Donc, on retiendra plutôt un corps nu, qui va avoir une tête qui est noire à brun jaunâtre. Et puis, on a des abdomens qui vont être donc translucides en début de cycle. Vous le voyez en haut de ce slide-là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais vous voyez en haut une petite larve de Piral di Rico, donc qui est toute petite en début de cycle, et puis après, qui va atteindre 1 à 1,5 cm en fin de stade larvaire, et qui va passer par cette couleur translucide, puis une couleur vert, plutôt vert clair, et en fin de cycle, un rouge violacé, notamment très observé quand à la récolte, on a été concerné par de la Piral di Rico et dans le lot de récolte, dans la benne, notamment avec ces larves qui peuvent rester jusqu'à la récolte, qui sont bien souvent à ce stade-là rouge violacé. Le papillon, donc on a un papillon qui est donc plutôt de nuit, qui a des palpes particulièrement développées. Donc c'est à l'avant, vous voyez la tête, et puis à l'avant on a des palpes particulièrement développées. On a un papillon qui est plutôt très fin, comparé notamment à l'Éleuthis, grisâtre, à peu près les mêmes couleurs. Et donc le signe distinctif va être vraiment cet aspect un peu filiforme et ce palpe très développé. On a des pontes qui se font la nuit, comme l'Éleuthis, entre 1 et 10 jours après l'accouplement, et l'oviposition peut être de 50 à 200 œufs par femelle, là encore en fonction de différents phénomènes et critères. Le rythme moyen de dépôt d'œufs est de l'ordre de 20 œufs par nuit, donc on aura plusieurs nuits avec des dépôts d'œufs par femelle. La comparaison, la question a pu être posée dans le chat tout à l'heure, comparaison entre des dégâts d'Éleuthis et des dégâts de Piral. Il est très important, notamment quand on n'a pas l'occasion d'observer la larve, de pouvoir faire un diagnostic sur les dégâts de ces deux ravageurs-là. Donc ces deux ravageurs qui vont consommer les graines en cours de grossissement. Pour l'Éleuthis, on va avoir des trous de taille très variable, mais plutôt important pour l'Éleuthis avec des contours très irréguliers. Donc la larve, en fait, elle va venir juste manger la gousse et la graine au niveau de cette gousse-là. Donc on va avoir des prélèvements qui sont
plutôt important et en fonction du développement, soit la larve elle va consommer toute la gousse, donc c'est d'ordre qu'on a des gousses qui sont plutôt jeunes, où la gousse est encore un peu tendre, l'héliotis est capable de consommer la gousse dans sa intégralité, et si la gousse est plus développée et que les graines sont développées à l'intérieur de la gousse, elle va venir chercher que la graine, et donc elle va perforer la gousse au niveau de chaque graine pour en prélever ce qui est le plus attractif pour lui, c'est-à-dire la graine. Alors que la pyrale du haricot, on a un petit trou d'entrée qui est de l'ordre de 1 à 2 mm de diamètre, qui est en fait la porte d'entrée du ravageur, et la larve, elle va développer, elle va faire tout son cycle larvaire à l'intérieur de cette gousse-là. Donc elle ne va pas changer de gousse, elle va vraiment rentrer dans la gousse et elle va venir faire l'ensemble de son cycle à l'intérieur de cette gousse. Et donc on a un petit trou plutôt sur le haut des gousses, comme vous pouvez le voir sur cette slide à droite. Plus l'attaque est ancienne et plus le trou est visible, puisque la larve elle va venir agrandir son trou en fonction du cycle larvaire. Le cycle complet de notre pyrale du haricot. Donc, on va commencer sur la gauche. Donc, on a une levée de diapause et une nymphose qui se fait voilà, dans le sol à 3-4 cm de profondeur. Donc, elle va tisser un cocon, comme vous pouvez voir sur la gauche ici. On a une première génération qui va se faire sur différentes plantes hôtes. Donc, le genêt, le robinet faux acacia. Donc, des hôtes qui ne sont pas des hôtes cultivés à l'instar de l'hélotis. On va avoir après cette première génération une migration sur les sojas, donc à partir de R3, R6, donc première gousse à première graine et grossissement des graines. On va avoir 1 à 4 œufs qui sont déposés sur différentes gousses. On a une éclosion de la larve qui se fait au bout de 3 à 16 jours, toujours en fonction des températures, et qui va rapidement rentrer dans les gousses de soja pour faire son cycle à l'intérieur de cette gousse. Et donc, on a une dégradation des graines. Vous pouvez voir la photo en bas. On va avoir des graines qui sont soit entièrement consommées, soit irrégulièrement consommées, et puis la graine est souillée par les déjections de cette larve. En fin de stade larvaire, elle va s'extraire de sa gousse, elle va se laisser tomber au sol, et en fonction des conditions climatiques, on va soit avoir une nouvelle génération, ou alors une mise en diapause hivernale pour passer l'hiver sur la parcelle de soja. Donc je vous l'ai dit, on a une consommation des graines en cours de remplissage, avec des déjections qui sont faites et qui peuvent souiller les graines qui pourraient être intactes. On a des attaques qui sont courantes, je vous l'ai dit, plusieurs années où on a des attaques, mais qui étaient jusqu'à l'année 2023 plutôt peu impactantes. Et ce qu'on peut voir, si on regarde en pluriannuel, c'est qu'on a une recrudescence d'attaques depuis 2020, 2022, 2023, avec des fortes attaques. Et je laisse la main sur la partie nuisibilité à Laurent. J'ai commencé à te griller la parole, je m'en excuse. J'ai été lancé. Je ne voulais pas t'arrêter, Quentin. Oui, donc sur la perte de rendement, les collègues avaient estimé en 2009, Franck Durex et Yannick Ballanger, une perte de 1,5 quintal par tranche de 10% de gousses atteintes. Mais on sait que ces attaques peuvent être beaucoup plus importantes, des parcelles peuvent être quasiment détruites. Et effectivement, ça avait été chiffré de façon assez précise en Indonésie. Sur 80% de gousses attaquées, on avait jusqu'à 60% de perte de rendement. Donc, comme Quentin l'a dit, il y a un impact sur la productivité, sur le rendement, mais aussi sur la qualité visuelle de la graine. Par contre, le critère protéine semble, lui, peu ou pas impacté. Donc la diapo suivante. Donc là, tout ce qui est nuisibilité encore, donc sur des parcelles qui avaient été suivies, donc on voit le pourcentage de gousses atteintes ou de plantes atteintes. Donc on voit qu'effectivement, ça peut être important et qu'il y a une variabilité qui existe entre les parcelles. Donc on peut avoir jusqu'à 100% d'attaque sur cette plante. La campagne de 2023, qui était très importante, jusqu'à 100% de plantes attaquées dans le Lauragais. On avait un tiers des parcelles qui avaient plus de 40% d'attaque sur les gousses.
Donc potentiellement, ça peut être une perte de rendement qui peut être très importante. Et on avait seulement 4 parcelles diagnostiquées avec des attaques à R6, R7. Donc il faut effectivement regarder aussi les attaques assez tardivement en saison, hein, pour voir les dégâts justement de pyrale du haricot. La diapo suivante. Donc ce qu'on sait en fait sur ce ravageur-là, hein, déjà qu'il y a un effet bordure. On a des attaques qui sont majoritaires, plus importantes, en bordure. On le voit sur les enquêtes qui avaient été menées en 2005 et 2006. On voit que les attaques sont beaucoup plus importantes dans les bordures, hein, puisqu'on avait 40 de parcelles de plantes attaquées dans les bordures contre, un peu plus de 10 dans le cœur de la parcelle. On a aussi l'effet du mode de conduite, hein, la question avait été posée tout à l'heure sur Idiotis. On voit également que pour le pourcentage de gousses attaquées, il est beaucoup plus faible lorsqu'on est sur des situations qui sont, irriguées, hein, et les pontes effectivement sont réduites sur des surfaces humides. Diapo suivante. Donc effectivement, oui, c'est bon pour cette diapo. Quentin, si tu veux reprendre la main peut-être pour le réseau de piégeage? Oui. Oui, désolé, hop. Du coup, sur le réseau de piégeage et les comparaisons. Donc là, on va faire un point sur le réseau qui a pu être mis en place en 2024. Donc en 2024, contrairement à cette année, on avait un suivi seulement sur Pyrale du haricot. Donc cette année, on l'a élargi à l'Éleuthis au vu des problématiques que l'on a eues en 2024. En 2024, sur Pyrale du haricot, nous avions un réseau qui était composé d'environ 70 parcelles, où on avait deux phéromones qui étaient testés, une phéromone qui était présente sur l'ensemble du réseau, donc la phéromone Phérobank, et une seconde phéromone qui était présente sur une quarantaine de parcelles, où on avait une comparaison de phéromones avec une phéromone Econex. L'ensemble des suivis étaient faits via des pièges de type funnel, donc c'est des pièges à entonnoir assez classiques. Ce qu'on peut retenir, c'est que sur ces 70 parcelles, et vous le voyez sur la carte à droite, on avait un très bon maillage du territoire, hein, sur les bassins de production de soja. Hein, voilà, on peut se satisfaire de ça. Le suivi a été réalisé de fin juin à mi-septembre. Et par contre, sur le bilan des captures, celui-ci a pu être décevant, notamment avec la phéromone Phérobank, et plutôt moyen avec la phéromone Econex. Pourquoi moyen? Parce qu'on le verra tout à l'heure, on avait mis en place un réseau de piégeage en 2004-2005 où les niveaux de capture avaient pu être plus importants sur ces années-là. Donc, si on doit comparer à début des années 2000, il nous semblait que la dynamique de capture était un peu faible. Si on prélève un échantillon de 7 parcelles sur ce réseau de piégeage, où on a eu des relevés plutôt réguliers, donc à minima 8 relevés jusqu'à 12 en fonction des parcelles, et avec chaque parcelle qui a pu être observée, donc la Phérobank et la Econex, ce qu'on peut constater, c'est que l'essentiel des captures a été fait à partir de fin août et sur la première quinzaine de septembre. Avant, on avait seulement ce qu'on considère d'un bruit de fond, c'est-à-dire des captures qui étaient égales ou inférieures à 5 individus sur 7 jours. Et on a pu monter jusqu'à 15, 20, 10, 15, 20 individus à partir de fin août et sur la première quinzaine de septembre. Hop. Donc, je vous parlais des suivis qui avaient pu être faits au début des années 2000. Donc là, vous retrouvez un graphe avec deux courbes. Une courbe sur une parcelle suivie dans le 47 et une seconde courbe en rouge sur un suivi qui a été fait à Ligarde dans le Gers. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'on avait eu plusieurs vols, enfin pics de vol, pardon. Donc vous le voyez, un premier vol plutôt précoce qui a pu être observé sur des cultures secondaires, hein, on en a parlé tout à l'heure, hein, le genêt, le robinier faux acacia, et puis un second vol, hein, donc c'est là où vous voyez G2, G3, qui est plutôt en phase avec des stades du soja de sensibilité, c'est-à-dire le stade première gousse, première graine, et
où on a pu avoir des dégâts, puisque sur les analyses sur gousses qui ont été prélevées cette année-là, en 2004, en septembre, eh bien, les gousses étaient infestées par des larves de la seconde, issues de la seconde ou de la troisième génération. Donc, plutôt les G2 et G3. Ce qu'on voudrait confirmer aujourd'hui, eh bien, c'est est-ce qu'on est sur un même nombre de générations, c'est-à-dire, on va dire, 3 générations hein, de ce qu'on avait pu observer en 2004 et 2005. Est-ce qu'on est sur les mêmes intensités de vol? Il semblerait en 2024 que l'intensité de ces vols était plus faible, mais est-ce qu'on avait le bon type de piège? Est-ce qu'on avait la bonne phéromone? C'est tout ça qui reste à confirmer et il nous semble indispensable de garder un bon maillage du territoire. Ça, en 2024, on était bon sur ce critère-là. Donc, des piégeages d'un temps inférieur à 2004 et 2005. Hein. Donc là, on reprend des piégeages qui avaient pu être faits ces années-là. Donc, ce qu'on peut constater sur ces années-là, c'est qu'il n'y avait pas eu d'effet de la mode de conduite entre irrigué et sec. Vous avez la courbe irriguée en bleu et la courbe sec en violet. Et globalement, la dynamique de piégeage dans les pièges à phéromones qui avaient pu être mis en place, globalement, c'est la même. Et si on reprend le piégeage de Dondas qu'on a vu juste auparavant, on voit bien hein, ces trois sur le même site hein, pour l'année 2005, ces 3 pics de vol, donc ces 3 générations, et on ne les retrouve pas sur les piégeages 2024 où là vous avez une approche par parcelle, Gardouche dans la Haute-Garonne, et puis après une parcelle dans le 32 et une parcelle dans l'Aude. Vous voyez qu'on a plutôt des piégeages et un pic de vol, mais qui est de faible intensité, plutôt en seconde partie de cycle, hein, à partir de fin août, comme on l'a vu tout à l'heure, ou dans la parcelle d'Alzone, dans l'Aude, deux pics de vol, mais pas les 3, en tout cas pas avec les mêmes intensités, puisque vous voyez, on a 2 pics, mais de très faible intensité, de l'ordre de 6 individus piégés pour le premier pic, ou de 10 individus piégés pour le second pic sur la 3e courbe dans l'Aude. Donc, le nombre d'individus capturés il nous semble trop faible par rapport à 2005 en 2024. On a quand même eu une pression limitée en 2024, on y viendra tout à l'heure, mais il faut qu'on continue à travailler sur les phéromones et les pièges en cours, et c'est ce qu'on va faire en 2025, on en parlera tout à l'heure. Si maintenant on compare les incidences que l'on a pu avoir en parcelle vis-à-vis de critères climatiques. Ici, on s'est attardé sur la pluviométrie. Donc, vous voyez un graphe avec, en fonction des années, la pluviométrie entre le 20 juin et le 5 septembre sur la station d'Agen. Donc, ce sont des cumuls de pluie, donc c'est cumulatif. Hein. Si on compare la campagne 2021, vous le voyez à droite, hein, vous aviez les pressions hein, que l'on a pu avoir sur le territoire en fonction des années. Donc la campagne 2021, on considère que c'était une campagne de très faible intensité. Si vous regardez aussi l'incidence, la fréquence d'observation de pyrale du haricot sur les parcelles qu'on avait pu avoir en 2021, 98% des parcelles avec absence de pyrale du haricot pour la campagne 2021. Comparé aux campagnes 2023 et 2022, qui étaient plutôt des campagnes à très forte pression. Ce qu'on peut voir, c'est que les cumuls de pluie hein, sur cette période de fin juin à début septembre, ils sont plutôt assez proches. Si on regarde un autre couple, 2003 à 2024, donc 2003, année où on a eu des premières attaques et des attaques plutôt très importantes comparé à 2024, donc dernière campagne en date où on a eu des niveaux d'attaque plutôt faibles, mais globalement on a des cumuls de pluie plutôt faibles et plutôt proches, où on a eu une incidence en parcelle qui a été très différente. Ce qu'on peut retenir, c'est que le facteur pluie à lui seul, il ne semble pas être déterminant entre les différentes campagnes de référence. Alors bien entendu, hein, ces données elles restent à consolider, donc en fonction bien entendu de la plage que l'on retient de cumul, pourquoi on a commencé au 20 juin et pourquoi on finit au 5 septembre, mais aussi en reprenant différentes stations climatiques pour voir si elles réagissent de la même façon en fonction des secteurs. On a ajouté à ce facteur cumul de pluie que vous retrouvez toujours sur ce graphe hein, en abscisse. Donc on retrouve les cumuls de pluie, mais on a ajouté les sommes de température, toujours sur la même période, du 20 juin
au 10 septembre. Et quand on ajoute les sommes de température, et bien là, vous voyez que on retrouve des couples qui nous paraissent intéressants. Et notamment, on retrouve nos 3 années les plus à risque, celles où on a eu le plus d'incidence en parcelle, la campagne 2003, la campagne 2022 et la campagne 2023, où on a des sommes de température plutôt élevées. Vous voyez que ces 3 années-là, elles se détachent pour la durée que l'on a retenue. On retrouve les campagnes 2005 à 2020 où on a vu quelques attaques, mais plutôt modérées. On retrouve notre campagne 2024 avec la flèche verte, où vous voyez qu'ils se font dans l'ensemble des autres parcelles avec plutôt peu d'attaques. Et puis la campagne 2021, on est toujours sur la même station météo d'Agen Estiac, où on avait eu voilà, un repositionnement qui est à faire, puisqu'on a vu un gros orage sur ce secteur-là à début septembre. Mais c'est une année où on avait eu une faible pression. Donc, le facteur température, il semble un peu mieux expliquer la présence importante dans les parcelles de soja. Mais encore une fois, la période retenue, les stations retenues doivent encore être expertisées, donc ce sont des données à consolider. Mais il semblerait que les années chaudes soient quand même celles qui soient les plus favorables à notre pyrale du haricot. Le bilan. Le bilan, c'est qu'on a un travail à poursuivre sur la comparaison de phéromones, sur différents types de pièges. C'est bien ce qu'on va faire cette année. Donc cette année, le réseau de piégeage, il a été mis en place avec des pièges delta, donc avec des pièges où on a c'est des pièges englués, voilà, où on n'a pas de pièges à entonnoir. On va tester aussi des pièges un peu plus exploratoires, à NAS aussi, dans un certain nombre de sites. Et on a aussi fait évoluer les phéromones, où on va toujours comparer différentes phéromones. Les attaques, elles ont été très discrètes en 2024, 15% de parcelles avec symptômes contre 40% en 2022. Et on a aussi noté en 2024, dans les parcelles qui ont été touchées, un nombre de graines par gousse moindre qu'en 2022 ou 2023, où bien souvent, l'ensemble des graines avaient pu être touchées par gousse. On peut donner des hypothèses de facteurs explicatifs. Le premier, c'est le contexte météorologique qui a été moins favorable. On l'a vu dans la slide juste avant. Et puis, une diminution aussi drastique des situations les plus à risque, à savoir les situations de soja non irriguées ou mal irriguées, peu irriguées, c'est-à-dire avec des irrigations qui s'arrêtaient de façon trop précoce par rapport aux besoins du soja. Je repasse la main à Laurent pour les exemples de levier et la lutte en parcelle. Donc juste en complément de ce que disait Quentin à l'instant, donc on a retenu la phéromone Econex qui avait le mieux marché l'année dernière, et on a fait fabriquer aussi sur mesure un cocktail pour une phéromone qu'on va tester cette année sur le réseau et dans les essais. Donc voilà pour cette précision-là. Donc, quelques autres exemples de levier. Alors, la lutte insecticide, quand on regardait les résultats dans les années 2004-2005, effectivement, on a testé les insecticides, je vous montrerai une petite diapo tout à l'heure. C'était pas évident pour lutter contre ce ravageur-là. Et la larve est à un stade baladeur court. Comme l'a dit Quentin, elle pénètre rapidement dans la gousse et donc elle n'est pas exposée en fait aux insecticides qu'on peut appliquer. Et après, on va avoir également un effet parapluie du couvert sur les premiers étages de gousse qui va faire que l'insecte est difficilement atteignable. Il y a le levier variétal. Quand on regarde un petit peu dans la bibliographie, on sait qu'on pourrait avoir éventuellement des évitements avec des variétés précoces ou des semi-précoces pour éviter le vol massif de seconde génération. On voit toujours l'importance en fait du monitoring contre ce ravageur-là. On sait qu'il existe des résistances variétales à l'international qui joueraient via la pilosité ou la dureté de la gousse. Il y a eu des questions tout à l'heure un peu sur les solutions de biocontrôle, sur les autres ravageurs. Effectivement, lutte alternative des espèces parasitoïdes, comme des hyménoptères. On pourrait imaginer aussi du piégeage de masse avec des pièges lumineux. Il existe aussi, apparemment dans la bibliographie, des répulsifs de ponte. Donc, il y a des luttes alternatives. L'irrigation, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui réduit les gousses attaquées de 50% environ, les résultats de 2009. Et l'action qu'on a également évoquée, tout ce qui est travail du sol après la récolte, pour agir sur les générations suivantes en détruisant les cocons qui sont dans le sol.
dans les 4-5 premiers centimètres. Diapo suivante. Donc on avait un essai sur la station d'Encampade à côté de Toulouse avec une forte attaque, puisque vous voyez que dans le témoin non traité, on est à quasiment 50% de gousses atteintes par la pyrale du haricot, donc c'est très important. Vous voyez que le BT, le bacillus, qu'on prend toujours le dipel hein, comme exemple, bah, c'est pas très efficace. Ça peut très bien se comprendre par le fait que la larve a un stade baladeur très court. On voit ensuite avec le karaté, bah, on a une efficacité qui est intéressante puisqu'on passe à 20% de gousses attaquées contre 50% dans le témoin. On avait déjà observé des résultats à l'époque avec la deltamétrine. Donc on rappelle, là on a fait 3 applications, mais on rappelle que le karaté est autorisé pour 2 applications, par exemple contre les punaises. Et on a testé également donc IS 1505, c'est du chlorantraniliprol, hein, qu'on avait testé à différentes dates. Et là également, on avait dans cet essai-là, on avait prévu 4 applications, mais on n'avait réalisé que 3 applications. Donc là, on voit qu'on a une efficacité qui est intéressante quand même avec du chlorantraniliprol et notamment avec des applications plutôt précoces. Donc effectivement, on avait des essais complémentaires dans un essai punaise hein, qui ont montré que ça pouvait être intéressant de lutter contre l'adulte avec de la lambda-cyhalotrine, des applications de la deuxième quinzaine du mois d'août. En 2025, on va évaluer les trichogrammes des champignons automapathogènes et on va retravailler l'insecticide, effectivement, le chlorantraniliprol. Donc, diapo suivante. Donc, des résultats qui datent un petit peu, hein, après les grosses années 2003-2004. Vous avez des produits qui n'existent plus du tout, hein, le Lanat, le Stewart, le Tracer. Donc, on avait testé déjà à l'époque les BT avec le Dipel ou le Xanthari. Donc, on voyait que ça ne marchait pas. Et on voyait qu'on avait une petite efficacité ici avec la deltamétrine, où on arrivait quelque part à avoir des efficacités intéressantes. Donc un essai conduit en 2005 dans le Lot-et-Garonne. Donc aujourd'hui, les perspectives qu'on a pour nos différents ravageurs, c'est que on va poursuivre en fait ces travaux qui ont été réalisés en région dans le cadre du projet Cap Protéines Plus, par un projet pluriannuel sur soja. On va donner la priorité à la punaise verte et à la pyrale du haricot, mais on va également travailler dans ce projet-là tout ce qui est héliotis et punaise diabolique, et héliotis notamment en regardant tous les travaux qui vont sortir ou les solutions qui vont sortir du projet accompli. Donc Cap Protéines Plus, c'était quelque chose qui était financé par le ministère de l'Agriculture. Donc ce projet-là est en cours de construction. Donc Quentin, si tu veux reprendre le plan d'action dans le sud-ouest, dans ta région. Oui, là encore très rapidement, parce on a évoqué l'ensemble hein, de ces leviers, puisque ces dispositifs expérimentaux sont mis en place depuis la campagne dernière et on s'est appuyé pour un grand nombre d'entre eux sur ces dispositifs pour vous évoquer les résultats aujourd'hui. Donc on va poursuivre hein, cette caractérisation du vol, à la fois en pyrale du haricot et en héliotis pour la première année sur l'héliotis. En comparaison de phéromones, Laurent vous a précisé tout à l'heure les évolutions hein, que l'on a mis en place entre la campagne passée et la campagne 2025. On va aussi conforter les connaissances de la nuisibilité hein, pour ces 3 ravageurs sur les parcelles de soja avec des comptages du nombre de gousses touchées, de graines touchées en fonction des ravageurs dans le réseau de piégeage, mais aussi dans nos essais. La lutte alternative, je ne m'étale pas, on vous a présenté des pas premiers résultats, pardon, mais la démarche sur l'évaluation de trichogrammes, les évaluations de lutte directe, que ce soit de biocontrôle ou de lutte chimique classique, pour répondre aux besoins des différents modes de production, et enfin les leviers agronomiques avec les stratégies d'excive que l'on poursuit sur cette campagne pour essayer de mieux comprendre, de mieux prédire les risques en parcelle en fonction des choix des producteurs et pourquoi pas répondre aux risques et diversifier les pratiques pour mieux gérer les dégâts des différents ravageurs. En conclusion de ce webinaire, on va faire une conclusion hein, par ravageur. On va commencer par la pyrale du haricot. Une lisibilité historique
de ce ravageur, connu depuis plus de 20 ans, qui semble se toucher les sojas de façon plus fréquente ces 5 dernières années, et notamment en 2022 et 2023. On a encore un gros besoin de compréhension des cycles, d'avoir des données sur les méthodes de lutte. À ce jour, aucune solution autorisée, efficace et disponible pour les producteurs, mais on a des premiers résultats qui sont encourageants et Laurent vient de nous en présenter quelques-uns. Donc il y a vraiment une nécessité de poursuivre l'acquisition de références, tant sur les efficacités que sur le positionnement pour gérer ce ravageur. Et bien entendu, différentes solutions sont traitées avec voilà, des luttes alternatives et notamment les tricogrammes. On a une fiche technique, à l'instar de celle qui est disponible en punaise verte, qui sera disponible dans le courant de l'été pour cet été de 2025. En punaise verte. Donc c'est un ravageur que, comme la pyrale du haricot, on connaît depuis de nombreuses années, qui est beaucoup plus fréquente en pluriannuel dans les parcelles de soja, mais qui a une lisibilité hétérogène en fonction des années, en fonction d'une même parcelle, des pratiques, on l'a vu tout à l'heure, avec des précocités, des dates de semis qui peuvent leur être plus favorables. On a vraiment besoin de sensibiliser sur les seuils et sur la reconnaissance, voilà, de bien identifier, notamment quand on a des stades larvaires jeunes, que c'est bien de la punaise verte. La nuisibilité et l'efficacité, elles sont à reconfirmer, même si on a déjà des bases solides, et notamment vis-à-vis du caratéséon. On va spécifier un peu mieux, dans le cadre du suivi biologique du territoire, la présence de punaises vertes dans les parcelles et dans le sud-ouest. Et pour tous les éléments, vous avez tous les éléments qui ont été présentés dans cette présentation. Vous avez la fiche technique gestion de la punaise verte, qui est d'ores et déjà disponible et qui est téléchargeable sur notre site internet. Et enfin, les héliotis. On a eu des dégâts 2023 plutôt ciblés sur Rhône-Alpes, sur Bourgogne, et en 2024 sur le sud de la France et avec une ampleur très importante. Un caractère migrateur qui complique le suivi et qui complique l'anticipation de la problématique au niveau national. On a une solution disponible qui fonctionne, c'est le dipel, mais elle est difficile à positionner de par sa rémanence faible et puis son efficacité en fonction des stades larvaires de notre héliotis. Elle est peu rémanente et donc au final dans les essais, on a une efficacité qui est intermédiaire par rapport à d'autres solutions. On a confirmé aussi en 2024 la perte d'efficacité du caratéséon et de la lambda cyalotrine. On a une résistance voilà, qui est globale et dans tous les cas, on n'avait pas l'usage en soja vis-à-vis de ce ravageur. On a une dérogation Altacor qui a été acceptée pour la campagne 2025 en une application et sur les territoires Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Les trichogrammes, pour l'instant, pas de résultats, mais on espère en tout cas avoir des résultats dès la campagne 2025 puisqu'on a en place des sites cette année. Et puis on aura une fiche héliotis disponible dans le courant de cet été 2025 aussi sur la même base que la punaise verte et puis la pyrale du haricot. Donc on a eu vraiment voilà, des surfaces de soja qui ont flanché, notamment dans le sud-ouest, dû aux ravageurs qui sont en augmentation depuis 5 ans. On y répond, on essaye d'y répondre en mettant en place, vous le voyez, différents leviers de lutte. Et on a la volonté demain d'avoir un dépôt de projet qui soit structurant sur le soja pour piloter toutes les actions que l'on vous a présentées ici. Et puis, en slide un peu conclusive, vous voyez ici, en fonction des modes de production, les solutions disponibles. Et donc, pour nous, les priorités que l'on veut mettre pour gérer les différents ravageurs. Absence de solutions en pyrale du haricot, en punaise, des solutions disponibles en conventionnel et pas en agriculture biologique. Et puis en héliotis, des solutions qui sont disponibles, mais qui sont insuffisantes en cas de forte attaque. Et donc, on a besoin de compléter nos solutions pour gérer de façon plus sereine le risque héliotis en parcelle. Et enfin, une dernière slide. Voilà, pour vous remercier de votre attention. Le support vous sera envoyé ainsi que le replay dans les prochains jours. La fiche de punaise est déjà disponible
Vous pouvez vous inscrire pour recevoir les fiches qui seront disponibles dans le courant de l'été. Hein. Donc, n'hésitez pas, voilà, à faire un mail pour qu'on vous envoie directement la fiche soja, mais la fiche punaise, mais aussi les fiches Héliotis et Pyrale du haricot. Et puis, on se retrouve les 10 et 11 septembre à Saint-Agné dans les Landes pour les mécas culturales, pour les personnes qui seraient dans le sud de la France ou tout autre qui compteraient se rendre dans le sud-ouest début septembre. Merci encore pour votre attention. On n'a pas forcément pris les questions sur la partie Pyrale du haricot. J'en vois une, Laurent, très rapidement peut-être. Voilà, on se dit qu'on prend 3 minutes là jusqu'à 12h15 pour répondre à la question. Est-ce qu'on a testé le spinosade alors je suppose que la question est posée donc sur une cible Pyrale du haricot dans nos essais, et qu'est-ce qu'on peut dire aussi du spinosade et voilà de potentielle utilisation en soja. Le spinosade, en fait, va présenter l'inconvénient de ne pas pouvoir être utilisé en présence de fleurs, et donc ce qui limite fortement son utilisation. C'est pour ça qu'on a plutôt privilégié le chlorantraniliprol et l'altacor pour cette raison-là. Parce qu'on a des interventions qui vont se faire souvent en présence de fleurs. Voilà, le spinosade est potentiellement utilisable en agriculture biologique. Bien entendu que voilà, on l'a bien dans notre spectre des potentiels au vu de son efficacité sur les lépidoptères. Mais malheureusement, du fait de cette contrainte d'application pendant la floraison, et c'est là où malheureusement on a le plus de problématiques, que ce soit Pyrale du haricot ou Héliotis, aujourd'hui ça nous limite pour essayer de l'intégrer à notre escarcelle. Et il n'y a pas de projet aujourd'hui en grande culture, en tout cas pour le spinosade. Il ne me semble pas qu'il y ait d'autres questions dans le chat. Donc, je vous propose de conclure. Merci à tous pour votre présence. Je vous souhaite un bon appétit et puis à très bientôt. Merci beaucoup.